Pour cette présentation, j'espère que vous avez tous pu nous rejoindre. Donc moi, je suis Christine Desbureaux, je suis dirigeante de la société Expert RH et je suis accompagnée de Samuel. Je te laisse te présenter. Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Oui, Samuel Coutier, donc je suis avocat à Amiens avec une activité exclusive en droit du travail, droit social, donc droit de la sécurité sociale et droit du travail. Et aussi, je participe avec Christine au sein d'Expert RH aux formations d'actualité juridique trimestrielles que nous animons tous les deux. Et donc, c'est à cette occasion que nous est venue cette idée de présenter pour le coup une vraie actualité importante et impactante pour tout le monde. Alors rapidement, je présente Expert RH. Nous sommes une société aujourd'hui de 38 collaborateurs, un peu plus de 600 clients. Nous sommes spécialisés en gestion de la paye avec un peu plus de 19 000 payes administrées chaque mois. Vous nous rejoignez pour la plupart d'entre vous, puisqu'on a donné privilège à ce webinaire, soit à nos clients qui nous rejoignaient sur l'outil Silae, ou alors aux clients qui participaient à l'actualité juridique, dont la plupart vous faites partie. Également la gestion des ressources humaines avec notre service juridique, et puis les outils périphériques à la paye, avec la gestion des temps, la gestion des absences, des notes de frais, et puis également un axe important qui est la santé et la qualité de vie au travail, qu'on essaye de mettre en œuvre chez Expert RH et pour lequel on expérimente quelques schémas, dont la semaine à 4 jours, dont vous avez peut-être entendu parler récemment. Alors, le sujet qui nous occupe pour ce webinaire concerne les congés payés. Les congés payés et l'impact de la maladie sur les congés et évidemment cette loi qui vient de paraître, qui est la loi, alors voilà, je ne sais pas si on va retenir son sigle ou son nom complet, qui est la DDADUE, qui est la loi de diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne. On verra si dans quelques mois on est capable de ressortir ce terme. En tout cas, elle a été publiée au journal officiel le 23 et donc d'application au 24 avril 2024. Alors, les sujets qui vont être abordés au cours de ce webinaire, c'est d'une part l'impact des congés payés en cas de maladie, combien de congés nos salariés vont acquérir, combien de jours de congés, et on verra aussi financièrement l'impact sur ces congés payés. Également, le nombre de jours de congés acquis en cas d'accident de travail et de maladie professionnelle. Les modalités de report de ces jours acquis et qui peut-être auront en plus été acquis pendant une période d'absence auquel le salarié n'aura pas pu prendre ses congés. On verra comment sont reportés ces congés, soit à son retour, soit au terme de la période de prise de congé. Le délai de recours pour les salariés qui sont encore aujourd'hui présents dans l'entreprise et au regard de cette loi, quelle est leur marge de manœuvre pour pouvoir réclamer ces congés. Et puis les modalités d'application rétroactive également aux salariés qui seraient sortis de l'entreprise et qui peut-être aujourd'hui commencent déjà ou ont déjà commencé à réclamer ces congés payés. Et puis également ce que nous propose Silae pour les prochaines semaines dans le cadre de ce recalcul de congés. Alors, on va peut-être faire, c'est presque un cours d'histoire du droit, hein. On va refaire un petit peu le trajet de cette loi du 24 avril 2024. Alors, ça n'aura échappé à personne. Le 13 septembre 2023, 3 arrêts de la Cour de cassation vont un petit peu semer la pagaille puisque la Cour de cassation, alors qu'elle l'avait annoncé depuis maintenant presque 10 ans, que le droit français n'était pas conforme à une directive de 2003 de l'Union européenne, et donc elle va rendre 3 arrêts. Le premier qui va indiquer que un salarié en congé payé, en maladie, pardon, doit acquérir des congés payés, mais évidemment, la Cour de cassation ne dira pas combien. La Cour de cassation va également indiquer qu'un salarié doit voir, quand il ne peut pas prendre ses congés, voir reporter ses congés à l'issue de son arrêt maladie, là encore sans préciser le nombre de jours, de mois pour calculer ce report. Et enfin, le troisième arrêt était relatif à la prescription, c'est-à-dire jusqu'à combien de temps en arrière un salarié peut revenir pour revendiquer les congés payés desquels il a été privé. Alors,
Pourquoi c'est une loi, enfin c'est un arrêt qui est fondateur parce que finalement a forcé le législateur à intervenir, puisque comme je vous l'indiquais, directive de 2003, cette directive de 2003 dit clairement que le salarié en arrêt maladie, qu'il soit d'origine professionnelle ou pas, ne fait d'ailleurs pas la distinction, eh bien, doit acquérir des congés payés, ne peut pas être privé de son droit à repos et, comme le dit cette directive, au loisir. Et à partir du mois de septembre, effectivement, beaucoup de choses se sont un petit peu bousculées. La première, c'est qu'effectivement, on a plusieurs initiatives, notamment pour imposer aux législateurs d'intervenir, et c'est ce qui s'est passé avec le Conseil constitutionnel le 8 février 2024, où la Cour de cassation a posé une question au Conseil constitutionnel, notamment, et c'est ce qu'il faut retenir de cet arrêt du Conseil constitutionnel, de cette décision, c'est est-ce que finalement la différence de traitement entre les salariés en arrêt maladie, que je vais appeler de droit commun, et les salariés en arrêt de travail pour accident du travail, maladie professionnelle, est-ce qu'ils se trouvent dans une situation identique? On aurait pu penser que, éventuellement, la réponse aurait pu être oui, puisque de toute façon, la conséquence est la même, ils sont malades, le contrat de travail est suspendu. Mais le Conseil constitutionnel va dire qu'il n'y a pas de rupture d'égalité entre un salarié malade euh, pour une maladie de droit commun et un salarié malade pour accident du travail, maladie professionnelle, puisqu'ils ne sont pas dans une situation identique. La maladie, dans un cas, est, dire, une maladie domestique, alors que l'autre est une maladie qui est due au travail et qu'en conséquence, les deux peuvent être traités de façon différente. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer, on l'a vu avec cette loi de 2024, c'est que effectivement, ces salariés, ces deux catégories de salariés sont traités de façon différente, et ça, on le verra tout à l'heure. Et c'est ainsi que finalement, au mois d'avril 2024, la loi a été publiée. Alors, comme l'avait d'ailleurs prévu à l'époque la Première ministre, c'était Madame Borne, avait dit qu'il n'y aurait pas de surtransposition. Et effectivement, il n'y a pas eu de surtransposition de la directive, sauf, j'allais dire, à la marge justement pour les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, puisqu'on ne garantit pas 5 semaines de congés payés, mais 4 semaines d'un côté pour les maladies de droit commun et 5 semaines, par contre, pour les maladies dues à l'activité professionnelle. Alors avant de peut-être rentrer dans le détail de la loi, il nous est paru important de rappeler deux termes importants dans la gestion des congés payés. Le premier concerne la période d'acquisition des congés payés. Donc c'est la période au cours de laquelle le salarié acquiert des congés payés, son travail génère un droit à congé. Et cette période, on l'appelle période d'acquisition. Elle démarre du 1er juin au 31 mai. Pour certaines entreprises qui notamment sont affiliées à la Caisse des congés payés, on verra cette période décalée du 1er mars au 31, du 1er avril au 31 mars, puisqu'elles sont affiliées à une Caisse des congés payés. Et ensuite, on a la période de prise de congé, qui est la période au cours de laquelle le salarié va prendre les congés qu'il a acquis normalement sur la période précédente, du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Ces périodes, elles sont importantes et on va le voir dans la compréhension de la loi. On fait référence aux périodes d'acquisition, mais on fait surtout référence aux périodes de prise de congé, notamment pour l'attribution de la date de report de ces 15 mois que nous verrons tout à l'heure. C'est à partir de cette ouverture de période de prise de congé que va se déclencher le délai de 15 mois pour déterminer, dans la correspondance qui sera adressée aux salariés, le report. Donc, il faut vraiment bien faire distinction de ces deux périodes. Et d'ailleurs, j'ai invité les clients qui participaient à l'actualité juridique de participer à tous les webinaires dont vous allez entendre parler sur les congés, pas seulement ceux d'experts RH. Aussi parce qu'il faut intégrer ces termes, il faut intégrer cette logique, on va le voir, de report. Et vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire à d'autres webinaires pour intégrer, comprendre, parce que les questions que nous allons avoir de nos salariés ou des chefs d'entreprise eh bien, vont porter parfois des termes entre période d'acquisition, période de prise. Ça ne veut pas dire la même chose et il y a peut-être des amalgames qui vont être faits par les uns et les autres sur ces différents termes. Donc, attention de bien prendre en compte et de redéfinir à chaque fois avec les personnes qui portent réclamation sur quelle période à quelle période elles font référence. Mais on aura l'occasion d'en reparler sur les exemples que nous allons vous présenter. Je te laisse.
Alors, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, hein, maintenant est considérée comme une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, et bien toutes les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail et maladie professionnelle. Et jusqu'à maintenant, le Code du travail disait que c'était dans la limite d'un an. Cette limite d'un an, elle n'existe plus. Dès le premier jour d'arrêt de travail, le salarié, eh bien, euh, acquiert des congés payés. Et que ce soit donc de ce fait pour accident du travail et maladie professionnelle ou non. Et donc, ce qu'il faut retenir aussi de cela, c'est-à-dire que le salarié qui vient d'être embauché, par exemple, ou qui, juste après son embauche, eh bien, tombe malade, eh bien, acquiert déjà des congés payés. Et donc, cette acquisition de droits est également reconnue aux travailleurs temporaires qui bénéficient d'une indemnité compensatrice de congés payés pour chaque mission, et les périodes d'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie, qu'ils soient ou non d'origine professionnelle, sont là encore assimilées dans leur totalité à un temps de mission. Et la loi a ajouté à cette occasion ce qui était déjà presque acquis, mais qu'il en était de même pour le congé paternité et le congé d'accueil d'enfants. Oui, donc en fait, jusqu'à présent, pour les travailleurs intérimaires, le congé parental de paternité, pardon, et d'accueil d'enfants n'était pas reconnu comme du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés, hein. Ça l'était pour les salariés de droit commun, mais pas pour les intérimaires. Ils en ont profité dans cette loi pour harmoniser ces deux principes d'absence, ces trois principes d'absence, maladie, mais aussi congé paternité et accueil d'enfants qui désormais donnent droit aux congés payés. Alors, sur la règle d'acquisition des congés, le principe dans la loi aujourd'hui, la loi française, est qu'un salarié qui, au cours d'une période continue de travail, va bénéficier d'un jour de congé acquis de 2 jours et demi ouvrables, soit 30 jours de congé à l'année pour 5 semaines, 5 semaines de congé. Ce décompte, il peut être fait en jours ouvrables ou en jours ouvrés. Donc, on vous a mis un petit tableau ici qui vient comparer, en tout cas, calculer le nombre de jours acquis. Si je suis sur 6 jours de travail du lundi au vendredi ou du mardi au samedi, oui, je travaille du lundi au vendredi ou du mardi au samedi, eh bien, je peux être sur un décompte en jour ouvrable qui viendra prendre le samedi ou le lundi, éventuellement, si ce jour n'est pas travaillé. Et puis, un décompte en jour ouvré, qui est aussi une dérogation possible, qui vient simplifier le calcul en décomptant en fonction des jours travaillés. On espère un décompte en jour 4 jours, semaine, puisque, à titre d'exemple, nous passés à 4 jours par semaine. Et on aimerait que le Code du travail prévoit aussi ce décompte, cette possibilité de décompter en jours réels travaillés les congés payés. Ce qui nous amène de fait à des équivalences un peu différentes en fonction de ce décompte de jours, puisqu'aujourd'hui, la loi nous dit que tout salarié en maladie, désormais, aura acquis ces 4 semaines de congés, puisqu'on a parlé de non-transposition avec la loi française. Donc, un salarié aujourd'hui en maladie, quoi qu'il arrive, aura droit à 2 jours de congés par mois, soit 24 jours pour une année complète. Et donc, si on se place en décompte en jours ouvrés, un salarié en jours ouvrés a le droit par mois à 2,083 jours de congé. Eh bien, si on fait ce rapport, ce produit en croix, eh bien, en décompte en jours ouvrés, nos salariés auront toujours droit à 4 semaines de congé, mais cette fois n'auront acquis qu'un 1,66 jours par période de travail pour l'acquisition des congés payés. Ce qui équivaut donc, quand on est en maladie, à bénéficier de 80% de son droit à congé, donc 4 semaines sur les 5 qui sont aujourd'hui prévues au niveau du Code du travail. Donc, par contre, et donc, pour le moment de ce que vient de dire Christine, en revanche, il y a toujours cette distinction et qui a été autorisée donc, par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, c'est-à-dire que les salariés qui sont, dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident du travail ou une maladie d'origine professionnelle, eux vont conserver l'acquisition de jours de congé à hauteur de 2 jours et demi, ouvrables par mois d'absence, soit 30 jours ouvrables en cas d'absence pendant toute la durée de la période de référence. Et donc, l'acquisition de congés payés ne se fera plus dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, mais sur toute la durée de l'arrêt de travail, même si celui-ci excède 12 mois. Sur effectivement le fait que cette différence de traitement ne méconnaît pas le principe d'égalité, puisque les salariés sont dans une situation différente.
Donc, deux situations, mon salarié en maladie qui va acquérir 24 jours et puis mon salarié en accident de travail ou maladie professionnelle qui, lui, va continuer à acquérir les congés prévus dans le cadre du droit français qui sont les 5 semaines de congés, donc 2 jours et demi par mois, et pas seulement 12 mois, mais pendant toute la durée de son arrêt de travail. Alors, ce principe d'équivalence renvoie au fait que, évidemment, un salarié qui n'aurait pas travaillé toute sa période, on va comptabiliser le nombre de mois complets d'activité pour déterminer son droit à congé. Dans la première situation, il a travaillé, donc les périodes bleues sont des périodes de travail effectifs. On va donc donner à ce salarié, lui donner acquisition de l'ensemble de ses droits à congé. Et puis, on va retrouver les périodes de maladie, ici 4 mois, au cours duquel mon salarié n'a acquis que 2 jours de congé, contre 2 jours et demi pour les autres périodes. Ici, sur 12 mois travaillés, notre salarié aura 8 mois de travail effectif travaillé, auquel il aura le droit à 8 fois 2 jours et demi, plus 2 jours fois 4 mois pour les périodes de maladie, ce qui lui donne droit à 28 jours de congé. On verra qu'on présentera un petit peu différemment lors des autres exemples le principe d'équivalence et d'acquisition de congé. Alors, pour cette règle d'équivalence, on rappelle également que dans le décompte prévu par le Code du travail, on acquiert des congés par cycle de 4 semaines travaillées. 4 semaines travaillées équivaut aujourd'hui, dans le Code du travail, à 24 jours de travail effectif. Et pour ces 24 jours de travail effectif, on a le droit à 2 jours et demi de congé lorsqu'on a travaillé. Ce qui revient à ce qu'un salarié qui ait travaillé 48 semaines au cours de l'année, 48 semaines divisé par 4, nous donne 12 cycles de travail et donc donne droit à un salarié à ses congés pleins. Un salarié qui viendrait donc à être absent au cours de l'année moins de 4 semaines ne voit pas ses droits à congé réduits du tout, c'est-à-dire qu'il a acquis ses 30 jours de congé. C'est seulement au-delà du premier mois d'absence, donc des 4 premières semaines d'absence, que les droits à congé viennent à être réduits. Alors, on vous a mis un exemple dans le slide suivant. Ici, nous avons un salarié qui, au cours de la période d'acquisition 1er juin, 31 mai, est absent 2 semaines. C'est un exemple au cours duquel il ne perd pas de congé, hein, typiquement. Il a donc travaillé 50 semaines. Puisque ce salarié a été présent toute la période, mais il n'a eu que 2 semaines d'absence, il a de fait acquis ses 24 jours, hein, puisque le droit français lui donne droit à l'acquisition de ces 24 jours. Et donc, sa 5e semaine de congé vient, elle, à être réduite à due proportion de son temps travaillé. Il a été absent moins de 4 semaines. Il a travaillé 50 semaines. 50 semaines divisé par 4, multiplié par 0,50, qui est l'équivalent de notre 5e semaine de congé, lui donne droit dans les calculs à 6,25, mais il n'a pas le droit à plus d'une semaine. Pour cette 5e semaine, il a donc acquis ses 6 jours. Donc ici, dans ce genre de situation, le salarié, dès lors qu'il a moins de 4 semaines d'absence, aura acquis sa 5e semaine en totalité. Nous avons ensuite repris 2 exemples à partir des conventions collectives, puisque dans les conventions collectives, nous avons aussi ce qu'on appelle des reconnaissances de travail effectif au titre des congés payés. Alors, il faut bien faire distinction, hein. Dans les conventions collectives, il est bien prévu ce terme, hein, l'équivalent travail effectif pour le calcul des congés payés. Il y a certaines périodes dans le Code du travail qui ne sont pas reconnues comme du temps de travail effectif, hein. La maladie n'est pas reconnue, par exemple, comme du temps de travail effectif pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Et pour les congés, c'est souvent un autre chapitre de la convention collective. Et beaucoup de conventions collectives ont prévu une reconnaissance de travail effectif au titre des congés payés, notamment en présence de maladie. Ici, nous prenons l'exemple d'un salarié qui, au cours de la période 1er juin, 31 mai, aurait été absent 18 semaines. Et au cours de ces 18 semaines d'arrêt, il a bénéficié d'un maintien de salaire de 90 jours, soit 13 semaines. Donc, sur les 18 semaines d'absence, il a bénéficié d'un maintien de 13 semaines au titre de sa maladie. On parle bien de l'indemnisation ici, maladie. Et on lui applique la convention collective des bureaux d'études techniques, qui est la convention collective Syntec. Que nous dit la convention collective Syntec? Elle nous dit qu'est assimilée à travail effectif les périodes indemnisées pour le calcul des congés payés. Donc, on renvoie au fait ici que tout salarié qui bénéficie d'un maintien de salaire, eh bien, bénéficie également
pour cette même période d'un temps de travail effectif pour le calcul de ces congés payés. Alors, si on revient au calcul, moi, je suis plutôt partisane de partir du décompte uniquement sur la 5e semaine, puisque de toute façon, mon salarié, il était présent au 1er juin, il est toujours présent dans les effectifs au 31 mai, il a donc acquis ses 24 jours, puisque la maladie, désormais, lui donne droit à ces 24 jours, à ces 4 semaines de congé. Et donc, c'est seulement sa 5e semaine qui va subir un prorata en respectant les dispositions conventionnelles, qui ici renvoient au fait qu'un salarié qui a travaillé et qui a bénéficié pendant son arrêt maladie, en tout cas, d'un maintien de salaire, va aussi bénéficier de ses droits à congé. Donc, sur les 13 semaines de maintien, je vais considérer ces 13 semaines comme étant du temps de travail effectif. Je prends donc mes 52 semaines, moins 18 semaines d'absence, auxquelles je rajoute mes 13 semaines d'équivalent travail effectif pour le calcul de mes droits à congé payés, ce qui lui donne donc une reconnaissance de travail effectif sur 47 semaines, que je redivise par 4, puisque à chaque cycle de 4 semaines, j'acquiers un petit morceau de ma 5e semaine de congé, que je remultiplie par 0,50, qui est le nombre de jours correspondant à ma 5e semaine. Ça me donne 5,87. Et selon la règle d'arrondi, j'arrondis toujours à l'entier mes jours de congé acquis. Ça me donne donc un arrondi à 6 jours. Mon salarié ici a acquis ses 24 jours, plus ses 6 jours de congé, ce qui lui donne donc droit à ses 30 jours de congé. Donc vous voyez qu'en fonction des dispositions conventionnelles, on va retrouver parfois des salariés qui, quand bien même ils ont été absents, eh bien, ont quand même bénéficié de leur 5e semaine de congé payé en totalité. Ne vous inquiétez pas, j'ai pris un exemple où on vient réduire les droits à congé. Dans l'exemple suivant, on retrouve ici un salarié qui a eu 5 mois, cette fois, 5 mois d'absence au cours de la période 1er juin, 31 mai. Il a une ancienneté de 5 ans et 6 mois, on va voir que c'est important dans le cadre du décompte de son indemnisation notamment. Et la convention collective qui lui est appliquée est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Que nous dit cette convention collective? Eh bien, elle nous dit que les absences pour maladie sont assimilées à travail effectif pour le calcul des congés payés à partir de 2 ans d'ancienneté et dans la limite de 2 mois. Voilà pourquoi j'ai rappelé l'ancienneté de ce salarié. Il avait bien 5 ans et 6 mois d'ancienneté, donc plus de 2 ans. Et donc, sur les 5 mois d'arrêt maladie, il en a 2 qui lui sont reconnus comme étant un équivalent travaillé au titre du calcul de ses congés payés. Ici, eh bien, comme pour l'exemple précédent, je fais acquérir à mon salarié ses 24 jours de congé, puisque de toute façon, ses droits sont incompressibles, quelle que soit son absence. Alors, surtout si c'est la maladie, c'est 24 jours. Et puis, si c'est de l'AT ou de la maladie professionnelle, il aura ses 24 jours, plus c'est sa 5e semaine, si toute cette période n'est couverte que par un accident de travail. Ici, on est dans un cas où c'est de la maladie. Comme la convention collective nous prévoit 2 mois d'équivalent temps plein pour le calcul de ces droits à congé, eh bien, je reprends mes 12 mois travaillés, moins mes 5 mois d'arrêt maladie, plus mes 2 mois équivalents à du temps de travail effectif pour le calcul de mes congés. Ce salarié a donc droit à 9 mois d'équivalent travaillé pour son attribution de 5e semaine de congé. 9 mois équivalent travaillé multiplié par 0,50 lui donne droit à un droit à congé à 4,5 jours que j'arrondis à l'entier, soit à 5 jours. Ce salarié ici a donc droit à 29 jours de congé. Alors, on pourrait penser que ça ne se dégrade pas beaucoup, les droits à congé, mais en réalité, ça ne se dégrade qu'au maximum d'une semaine. Donc ici, j'ai repris également un tableau qui reprend les situations d'arrêt maladie n'étant pas considérées comme du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés. Donc, si mon salarié, par exemple, a entre 6 et 7 mois d'absence, eh bien, il n'aura le droit qu'à 27 jours, c'est-à-dire 24, plus un prorata de sa 5e semaine. Et ainsi de suite, jusqu'à ce lorsqu'il a plus de 12 mois d'absence, eh bien, ce salarié ne se voit attribuer que les 4 semaines de congés auxquelles il a droit. Concernant maintenant le calcul de l'indemnité de congé, là aussi, attention à nos systèmes de paye, puisque lorsqu'un salarié acquiert des congés, eh bien, il acquiert l'équivalent financier de ses congés payés. C'est-à-dire un salarié qui aujourd'hui est en congé maternité,
il acquiert ses congés payés pendant son congé maternité, et sa base congé payé est composée du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé. Eh bien, aujourd'hui, comme les congés payés sont assimilés, enfin la période d'absence maladie est assimilée à l'acquisition de congés payés, il nous faut donc renvoyer dans la base congés payés qui va servir à indemniser ses droits futurs à congés payés, eh bien, renvoyer l'équivalent du salaire. Puisqu'on n'acquiert pas la totalité de notre 5e semaine de congé, eh bien, on n'envoie pas non plus dans l'indemnité de congés payés l'équivalent de 100% du salaire, mais seulement 80% du salaire. Donc tout ça, vous l'avez compris, vaut que si on voit sa 5e semaine de congé réduite. Si mon salarié, malgré son absence, a quand même acquis ses congés payés, il aura le droit à 100% de sa rémunération sur l'ensemble de sa période de travail. Par contre, si je viens lui dégrader ses congés payés, et notamment cette 5e semaine de congé, eh bien, je ne renvoie dans sa base congé payé qui nous servira à indemniser, en comparaison du 10e ou du maintien, le salaire versé au moment du départ en congé. Je n'intègre dans cette base congé que 80% de sa rémunération. Alors, on pourrait s'attacher à des calculs un peu complexes. En réalité, 80% de la rémunération équivaut à 80% du salaire qui aura été versé à ce salarié en contrepartie de cette absence. C'est-à-dire que l'absence, eh bien, j'injecte 80% de cette absence dans son indemnité de congé payé. Ça va jouer évidemment sur nos provisions, hein, lorsque vous constituez des provisions comptables, et ça jouerait également demain sur les indemnisations futures. Alors, Christine vous a expliqué comment calculer et ce report, enfin pas ce report, pardon, nombre de jours de congé, comment il est indemnisé. Il y a une nouvelle règle qui a été instaurée par cette loi du 24 avril, qui est le droit au report des congés payés, puisque dorénavant, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie ou accident, l'employeur doit informer le salarié du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. Et cette information doit intervenir dans le mois suivant la reprise du travail, par tout moyen conférant date certaine, c'est ce que dit le texte et le nouvel article du Code du travail, notamment, c'est ce que le texte indique également, qui est le bulletin de paie. Donc, ce n'est pas forcément un courrier recommandé avec accusé de réception ou un courrier remis en main propre, ça peut être aussi une nouvelle ligne du bulletin de paie qui laisse apparaître le principe du report des congés payés. Et attention, ce principe du report de congés payés ne vaut pas que pour les longues absences. Il vaut finalement pour toutes les absences pour maladie. Dès lors qu'un salarié reprend son activité, dès lors qu'il a peut-être sauté un cycle, eh bien, il va falloir l'informer de la date jusqu'à laquelle il pourra prendre ses congés payés. Alors ici, on nous fixe un délai d'1 mois pour informer les salariés, 1 mois à compter de la reprise du travail. Et le législateur nous dit, vous allez faire ça par le biais du bulletin de paye. Alors je dis oui, par contre, attention, puisque cette reprise, en fait, c'est elle qui va déclencher l'information. Et parfois, lorsqu'on se situe notamment en décalage de variables, c'est-à-dire que mes variables du mois de mai, mes absences du mois de mai, je vais les porter sur la paye du mois de juin, ça veut dire que si le déclencheur, c'est la reprise du travail, cette information de reprise, en réalité, je ne l'aurai que sur la paye du mois de juin. Et ce bulletin du mois de juin, je ne vais le remettre que fin juin. Donc attention à ces situations où vous vous placez en situation de décalage de variables, où l'information de fait ne pourra pas se faire par le biais du bulletin de paye, puisque cette reprise n'est effective dans le bulletin que le mois suivant. Ou à moins d'accorder un délai d'1 mois supplémentaire à nos salariés, il ne serait pas de 15 mois, mais 16 mois sur le report de ce congé. Donc pour moi, le bulletin de paye ne règle pas tout. En tout cas, il va être effectivement peut-être un conducteur d'information, mais on va le voir, ça va déclencher des dates. 15 mois, ce n'est pas 15 mois fixe pour tout le monde, c'est 15 mois à compter de la date de reprise. Donc il va aussi falloir qu'il gère des dates, ce logiciel de paye, ce qui n'est pas toujours son cas, hein. Il gère des périodes, il gère peut-être des dates de début et de fin d'arrêt maladie. Donc attention, je pense que c'est une fausse bonne raison que de placer ici le bulletin de paye. À mon sens, il ne va pas tout régler. Alors,
c'est un petit peu de répétition, mais il faut quand même savoir que initialement, le projet de loi initial prévoyait donc une information dans les 10 jours de la reprise du travail par le salarié. La commission mixte paritaire donc, a proposé un amendement donc, qui a allongé ce délai à 1 mois pour l'information du salarié. Il faut savoir qu'effectivement, hein, c'est ce que Christine vient de dire, c'est que tant que le salarié n'est pas informé individuellement, cette période de report est suspendue. C'est-à-dire que ce n'est que le jour où le salarié est informé que ce délai de 15 mois commence à courir. Et cette obligation d'information vaut pour tout type de maladie, c'est-à-dire qu'elle soit pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle ou pour une maladie classique, eh bien, ce délai est le même pour tous. Et comme je vous l'indiquais tout à l'heure, hein, le texte ne prévoit pas de durée d'absence minimale. Donc l'employeur est tenu d'informer, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail, même si finalement cet arrêt n'entraîne aucune conséquence sur les droits à congés payés, compte tenu notamment des règles d'équivalence. Pour autant, dès lors qu'un salarié est malade et qu'il revient, on doit lui indiquer le délai jusqu'auquel il peut prendre ses congés payés. Et donc, cette période de report, comme vous avez sans doute compris, est d'une durée de 15 mois. Alors, pour cette durée de 15 mois, pour le salarié qui n'aurait pas pu, en raison de l'arrêt de travail pour AT-MP ou pour accident ou maladie non professionnelle, prendre tout ou partie de ses congés payés au cours de la période de prise des congés payés applicable dans l'entreprise. Et donc, dans le cas général, hein, effectivement, c'est une période de 12 mois qui débute à la fin de la période d'acquisition. Là, sur l'exemple classique, qui est, je vais dire, l'exemple général, 1er juin de l'année N, période d'acquisition jusqu'au 31 mai de N+1, et à partir du 1er juin N+1 commence la période de prise de congé. Alors ici, dans cet exemple, on reprend un exemple d'un salarié qui aurait été en arrêt maladie du 1er juillet au 30 septembre, donc il a acquis des congés entre le 1er juin N et le 31 mai N-N+1. En toute logique, il ne prend ses congés, il ne les prend pas par anticipation, il les prend dans la période suivante de prise de congé, et il est malade. Comme on vient de vous l'expliquer, cet arrêt maladie provoque une impossibilité pour le salarié de prendre ses congés, et donc la loi instaure d'une part le fait qu'il a acquis des congés sur cette période de maladie, mais qu'en plus de l'acquisition de ses congés, on lui accorde un délai supplémentaire pour prendre ses congés qu'il n'a pas pu prendre en raison de sa maladie, ou en tout cas pour lequel il a été empêché en partie, au cours de cette période de prise de congé, de solder les congés qu'il avait acquis du 1er juin au 31 mai, ou en tout cas de pouvoir prendre normalement ses congés, puisque là on voit qu'il est quand même dans une possibilité, à son retour, au 1er octobre, de prendre ses congés jusqu'au 31 mai de l'année suivante. Eh bien, comme on vient de l'évoquer, ce salarié, on va devoir le prévenir dans le mois qui suit sa reprise, que ce droit à congé qu'il n'a pas potentiellement pu prendre normalement, eh bien, il se le voit reporté jusqu'au, c'est-à-dire 15 mois après la date de réception du courrier qui portera mention du nombre de jours de congé et de la date jusqu'à laquelle les congés pourront être pris. Et donc, cette date commence à courir à compter de la réception théorique du courrier du salarié. On va partir d'un principe de réception théorique, un petit peu comme la lettre de licenciement, où on considère que le courrier est envoyé et dans le jour ouvré suivant, le salarié reçoit cette correspondance du salarié. Alors, soit par le biais du bulletin de paye, dans ce cas-là, ce ne sera pas le 10, ce sera fin du mois, ou par le biais d'un courrier joint au bulletin de paye ou une autre correspondance qui sera remise contre une preuve certaine auprès du salarié. On va évoquer d'autres exemples ici. Donc la loi ici distingue également les congés payés qui ont été acquis pendant un arrêt maladie. Donc là, on a parlé de congés payés qui avaient été acquis normalement par le salarié sans interruption et qui, du fait d'une maladie, ce salarié n'a pas pu prendre ses congés. Eh bien ici, on va avoir d'autres exemples pour lesquels le salarié aurait été en maladie une période bien plus importante qu'une période classique, c'est-à-dire il est absent toute une période d'acquisition de congés. Donc ici, on reprend un autre exemple. Mon salarié était malade avant le 1er juin 2023, il l'est toujours au 31 mai 2025. Que s'est-il passé et que nous dit la loi? Eh bien, tout salarié qui
au cours d'une période complète d'acquisition, a acquis des congés, mais n'a pas pu les prendre en raison de sa maladie, eh bien, les congés qu'il a acquis lui sont reportés pour une période de 15 mois. Donc ici, dans notre exemple, les congés acquis du 1er juin 2023 jusqu'au 31 mai 2024 sont reportés à ce salarié de fait du 1er juin 2024 jusqu'à une possibilité de prendre ses congés jusqu'au 31 mai 2025. Donc 3 mois de plus que la durée normale autorisée de prise de congé. Cette information, par contre, n'a pas besoin d'être transmise aux salariés. C'est-à-dire que le fait qu'il n'ait pas repris son travail et qu'au terme au 31 mai 2025, il est toujours en arrêt maladie, ainsi qu'au 31 mai 2024, eh bien, le déclenchement des 15 mois est de fait au 1er juin. Un délai de 15 mois commence à courir. Si au terme de ce délai de 15 mois, quand bien même nous n'avons pas, et surtout, nous vous invitons à ne pas informer les salariés, puisque informer les salariés constitue une pratique et du coup un usage qui vaudrait, à défaut d'information, peut-être une réclamation du salarié. Donc ici, on est vraiment dans une situation où on n'a pas besoin d'informer le salarié, il n'est pas présent au 31 mai 2024, automatiquement le délai de 15 mois se déclenche et ce salarié doit avoir pris ses congés avant le 31 août. Même chose sur la période suivante, à nouveau, il est toujours en maladie. Eh bien, au 1er juin 2025, à nouveau, une nouvelle période de prise de congé s'ouvre et le salarié, là encore, a 15 mois pour prendre ses congés payés. Donc là, on est vraiment dans la situation du salarié qui prolonge son arrêt maladie, qui ne revient pas, surtout pour lequel on n'a pas de reprise du tout d'activité. Les 15 mois sont acquis de fait dès l'ouverture de la période de prise de congé. Mais on est bien dans un salarié qui est absent avant l'ouverture de période d'acquisition et après la période d'acquisition. Ce salarié a donc acquis ses 24 jours, quand bien même il était malade, et au 31 mai, il perd définitivement son droit à congé. 31 mai de l'année suivante, 31 mai 2026, ainsi de suite. C'est important d'instaurer cette perte de congé parce que si vous n'aviez pas pour habitude de faire des resets sur les compteurs de congés en disant « bon, bah, mon salarié, il va revenir, il va prendre ses congés », peut-être que dans la situation antérieure à cette nouvelle loi, le salarié n'avait pas acquis de congé pendant sa maladie. Aujourd'hui, il en acquiert. Et donc, vos compteurs ne font faire qu'augmenter. Donc, attention peut-être d'instaurer cette pratique ou en tout cas d'en échanger pour qu'elle soit effectivement mise en œuvre. Ici, on est dans le cas d'un salarié qui aurait été malade pendant toute la période d'acquisition, pendant toute la période de prise, mais il revient de son congé maladie, et tant mieux, avant le terme des 15 mois qui lui étaient accordés pour prendre les congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Eh bien, que nous dit la loi? Elle nous dit, eh bien, puisque à tout retour de congé, nous devons informer notre salarié, on va déclencher un courrier qui informe notre salarié qu'il avait acquis 15 mois pour prendre ses congés. Et comme on est tenu de l'informer, eh bien, la période d'information suspend la période de 15 mois. Et donc, le temps qu'on met en œuvre ce courrier vient reporter le délai de 15 mois qui avait été accordé au salarié. Ici, dans notre exemple de 15 jours, on met 15 jours pour informer notre salarié que les congés qu'il avait acquis du 1er juin au 31 mai, qu'il aurait dû prendre du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, il a été empêché de les prendre en raison de sa maladie. Mais il a encore jusqu'au, non plus 31 août pour prendre ses congés, mais jusqu'au 15 septembre, puisque je rajoute 15 jours qui est mon délai ici d'information, hein, ça pourrait être 1 mois, voire 1 mois et demi, 2 mois. Parce que si vous n'engagez pas cette information, eh bien, vous ne faites qu'allonger le délai de prise de congé. Vous avez vu que c'est pas simple, hein, c'est franchement pas simple. Et je ne suis pas sûre que le bulletin de paye vienne tout régler. Attention à toutes ces situations. Et puis, on en a une dernière, où là, on nous dit, attention, on va informer notre salarié de la période de prise en cours, mais on avait aussi la période avant qu'il ne soit en arrêt maladie, c'est-à-dire la période pour laquelle peut-être il avait travaillé avant le 1er juin 2023, acquis normalement des congés payés, et puis en raison de sa maladie, il a des congés qu'il n'a pas pu prendre. Eh bien, n'oublions pas non plus de l'informer des congés qu'il aurait acquis pendant ou juste avant son arrêt maladie, de là aussi, cette possibilité de reporter les congés. Et là, on parle bien du salarié qui aurait été absent plus d'une année complète au cours de la période d'acquisition.
pour lequel j'ai pas eu de reprise d'activité, donc j'ai pas pu l'informer de ces congés payés acquis avant ces périodes qui lui donnent droit de fait à un report de 15 mois sans information de l'employeur. Ici, pour cette période, je dois être très attentif pour la période avant le 1er juin 2023, dès son retour, de l'informer de cette possibilité de report de 15 mois aussi de ses congés, qui commencent à courir à compter de l'information transmise aux salariés. Alors, la loi prévoit un report de 15 mois et laisse la possibilité aux entreprises de conclure, soit par voie d'accord ou d'établissement, un délai supplémentaire de report supérieur à 15 mois. Donc là encore, ça fera partie des négociations pouvant être engagées avec les représentants du personnel, peut-être, représentants syndicaux, de négocier peut-être sur ce délai de report du délai de 15 mois, qui est un délai minimum et bien sûr qui ne peut pas être réduit. Alors, on a vu les deux principales branches, l'acquisition, le report, et puis la troisième branche importante de cette loi d'avril 2024, c'est les délais dans lesquels les salariés doivent agir pour faire valoir leurs droits auprès de leur employeur. Et la loi prévoit expressément que, sous réserve de dispositions, de toute façon, de décisions qui ont déjà été rendues et donc sur lesquelles on ne reviendra pas, ou de stipulations des conventions collectives qui seraient plus favorables aux salariés, eh bien, le salarié peut, entre guillemets, demander une révision de ses droits à congés payés sur une période qui remonte jusqu'au 1er décembre 2009. Et donc du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024. Pourquoi le 1er décembre 2009? C'est la date de signature du traité de Lisbonne, dans laquelle est intégrée la charte sociale, à laquelle fait référence l'arrêt de la Cour de cassation de 2023, de septembre 2023, qui vient, sur cette base, rendre opposable en France cette directive, aujourd'hui transposée en droit national. Et évidemment, ça ne veut pas dire que le salarié va de 2009 à 2024 dire j'ai le droit à 24 plus 24 plus 24 plus 24, etc., puisque s'applique, quoi qu'il arrive, la règle du report de 15 mois qui va annuler des congés payés. Et donc, ça n'est effectivement pas l'objet que de multiplier par 15, 24 jours, mais bien de fixer, en tout cas, une limite pour le législateur, une date de début de l'application de cette loi. Donc, en résumé, tout salarié qui, depuis le 1er décembre 2009, n'a pas acquis au moins 24 jours de congé en raison d'une maladie est en droit de réclamer aujourd'hui à son employeur. Alors, on avait plutôt été optimiste au cours des actualités juridiques, puisque ce projet de loi, cet amendement était sorti pendant l'actualité juridique. Donc, sur certaines sessions, on avait essayé de le décrypter. Et puis, on s'était dit, mais non, ils vont limiter à 3 ans pour les salariés encore présents. C'est pas ce que dit le texte. Il nous dit aujourd'hui possibilité de remonter jusqu'au 1er décembre 2009 pour permettre aux salariés de bénéficier au moins de 24 jours. La plupart des entreprises qui, entre le projet de loi, en tout cas le mois de septembre de l'année dernière et aujourd'hui, nous avaient demandé parfois de réviser les provisions et de remonter 3 ans en arrière. Il se peut que des salariés réclament un petit peu plus loin encore et peut-être jusqu'au 1er décembre 2009. Alors, le texte est venu fixer deux délais. Un qui est applicable aux salariés qui sont toujours dans les effectifs et un délai qui, pour les salariés qui sont sortis de l'effectif. Un salarié qui fait partie de l'effectif a un délai de 2 ans à compter donc du 25 avril 2024 pour demander à ce que ses droits à congés payés soient recalculés et qu'il en soit rémunéré le cas échéant pour la période passée. Cette action, donc, je vous ai dit le 23, mais en fait, c'est jusqu'au 23 avril 2026, donc que le salarié peut réclamer des jours de congé au titre de la nouvelle loi. Pour les salariés dont le contrat est rompu, c'est la prescription triennale, donc applicable habituellement au salaire, puisque les congés payés et l'indemnité de congés payés a la nature de salaire et donc se prescrit comme les salaires
à 3 ans. Et donc, ces salariés ont donc 3 ans pour agir à compter de la rupture de leur contrat de travail. Et quand ils ont dit qu'ils ont 3 ans pour agir, c'est-à-dire que plus ils tardent à agir, plus ils perdent de droits, puisque ça va être en réalité 3 ans à la date de la rupture. Ils ont 3 ans pour saisir, mais on va revenir 3 ans en arrière à la date de la saisine du Conseil de prud'homme, si il y a lieu de saisir le Conseil de prud'homme. Alors évidemment, au cas par cas, il n'y a que, je pense, et en tout cas, à mon sens, quand il y a un litige sur le calcul, que le Conseil de prud'homme devrait être saisi, puisque ce serait dommage d'aller devant une juridiction pour un droit que de toute façon le salarié a acquis, et qui serait difficile de combattre devant une juridiction. Il peut y avoir là, pour le coup, parfois des litiges sur le calcul ou sur la valorisation, ça peut arriver. Mais en tout cas, s'il y a une revendication, il faut l'étudier et puis appliquer le texte pour savoir si oui ou non le salarié a droit à ce qu'il revendique ou pas. Alors ça, c'est une synthèse que vous retrouvez sur le site du gouvernement qui vient, je dirais, résumer ou en tout cas schématiser la situation dans laquelle vous pourriez vous retrouver. Donc avec le salarié qui revient d'un arrêt maladie, on doit l'informer dans le mois qui suit son retour des droits à congé qu'il a acquis et qui est la date à laquelle, jusqu'à quand lui sont reportés ses congés payés. L'employeur, évidemment, informe le salarié de la situation de ses congés. Alors, quelle information l'employeur doit-il donner? Eh bien, le nombre de jours de congé dont dispose le salarié et également la période pour prendre les congés payés. Concernant le nombre de jours, eh bien, comment on va calculer si l'arrêt de travail pour maladie ou accident professionnel, il a acquis ses 2 jours et demi. Si c'est de la maladie, il a acquis 2 jours sur la période de maladie, évidemment, et uniquement la période de maladie, qui permet d'obtenir un calcul de droit à congé. Et puis pour la période de prise de congé, eh bien, comment la calculer? Si notre salarié est en arrêt de moins d'1 mois, eh bien, c'est 15 mois à compter de l'information transmise par l'employeur. Si l'arrêt de travail est d'1 an et plus, eh bien, si le salarié revient après l'expiration de la période d'acquisition, le délai de 15 mois commence à courir à partir de la fin de la période d'acquisition, donc qui est le début de la période d'ouverture de prise de congé. Et si le salarié revient avant l'expiration de la période d'acquisition, eh bien les 15 mois se déclenchent à partir du jour de l'information de l'employeur. Voilà le résumé qui nous en est fait aujourd'hui par le gouvernement, même si dans la pratique, il faut se mettre à calculer, à rebâtir aussi, on n'en a pas parlé ici, il n'en parle pas dans ce schéma, mais réviser aussi les bases congés payés, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui est prévu dans le logiciel Silae? En tout cas, alors je ne sais pas dans les autres logiciels ce qu'il en est, mais en tout cas, Silae nous a informé il y a une dizaine de jours qu'au cours de la 2e quinzaine du mois de mai, on parle de la suppression de la méthode 343, qui est une méthode qui a permis depuis le mois de septembre et qu'on avait proposé à compter du mois d'octobre de maintenir les droits à congé. Eh bien, cette méthode va être supprimée au cours de la 2e quinzaine. Il va être pris en compte les périodes de maladie non professionnelles dans le calcul de la régularisation au 31 mai des congés payés, que l'on ait activé ou non d'ailleurs la méthode 343. Donc le logiciel va rétablir les calculs de congés en reprenant les périodes d'activité et d'inactivité et évidemment en intégrant les dispositions conventionnelles. Il va également déplafonner l'acquisition des congés payés pour les accidents de travail et maladies professionnelles, puisque jusqu'à présent, il est limité jusqu'à 12 mois. L'outil, même chose au 31 mai, va rétablir peut-être des droits à congé à des salariés qui peut-être s'en seraient vus privés, puisque leur arrêt de travail était supérieur à 12 mois en situation d'athée et une maladie professionnelle. Et également, il nous indique que nous aurons la possibilité d'éditer un état de synthèse qui permettra de détailler l'acquisition des CP au titre de la maladie pour les salariés qui sont concernés. Ensuite, fin mai, on nous indique que la nouvelle gestion va partir en rythme croisière, c'est-à-dire qu'à partir de fin mai, tout salarié qui sera remplacé en arrêt de travail eh bien, bénéficiera d'un droit de congé de fait de 2 jours lorsqu'on est en présence d'une maladie non professionnelle. Et puis, courant juin, il est prévu également une moulinette qui permettrait, enfin en tout cas des états qui nous permettraient de rétablir le calcul des congés payés sur les années antérieures,
Alors, quand on parle d'années antérieures, évidemment, c'est sous condition d'être sur SILAE, sur ces années antérieures. Et l'outil nous permettrait, semble-t-il, de sortir des états qui permettraient de régulariser les compteurs antérieurs. Voilà pour les propositions qui nous sont faites par SILAE. Évidemment, dès que c'est sorti, soit l'infogérance, peut-être également notre service JET pour les clients qui sont équipés aussi de systèmes de pointage tels que E2Time ou Eurecia. Notre service JET reviendra également vers vous pour vous présenter les modalités de modification des compteurs, soit dans les systèmes de pointage ou éventuellement dans la paye, si vous n'étiez pas sur SILAE au cours des années qui précèdent pour le rétablissement des bases de congés. Alors, je vais maintenant me tourner vers les questions. Alors, je vais partir de celle du bas. On me demande s'il y aura le PowerPoint. Oui, le PowerPoint ainsi que la vidéo vous seront mis à disposition. La vidéo sur notre chaîne YouTube et le PowerPoint vous sera envoyé à toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui à la visio, enfin toutes celles qui s'étaient inscrites, présentes ou pas d'ailleurs. SILAE recalcule depuis, alors 2009, je suppose, oui, on a dit 2009, donc SILAE va recalculer depuis 2009 si vous êtes sur SILAE depuis 2009. En tout cas, si vous êtes chez Expert RH sur SILAE depuis 2009. Si vous avez parfois, alors si on a récupéré des sauvegardes d'autres éditeurs, ce qui peut parfois arriver, si on a récupéré les sauvegardes, et on observera évidemment le rétablissement des calculs depuis que vous avez des bulletins de paye sur SILAE. Alors, dès lors qu'il y a eu un prud'homme, peut-on conclure qu'il n'y aura pas de retraitement, même sur les demandes qui porteraient sur des congés payés, un contentieux qui serait soldé là? Si personne n'en fait la demande, non. Mais le salarié pourrait... Le salarié pourrait demander. Ensuite, un salarié sorti depuis 4 ans ne peut rien réclamer. Non. Il ne peut rien réclamer, effectivement. Et pourquoi ça annulerait les congés payés avec le report? J'ai une collaboratrice qui me réclame 6 ans, car de longues périodes d'arrêt. Alors, si elle est toujours présente dans les effectifs, elle a effectivement 2 ans pour formuler sa demande et elle peut revenir depuis 2009. Puisque le délai de 15 mois avant n'était pas activé. Donc, on considère que si elle n'a pas acquis 24 jours sur toutes les périodes d'activité depuis 2009, tel qu'est écrit aujourd'hui le texte, laisse entendre qu'un salarié puisse, depuis cette date, vous réclamer au moins 24 jours de congé. Mais oui, c'est ça, c'est pas les 6 ans qui vont se cumuler. Ce sont bien, comme le schéma le montrait très bien, la période commence à 24 jours et elle finit à 0. C'est-à-dire que à la fin de la première période d'acquisition, on repart à 0, on repart à 24. C'est pas 6 années qui se cumulent. Depuis le début, il ne pourrait pas avoir plus de 24 jours. Non. Sur 2 ans. Non. Au moins 2 ans quand même. Oui, sur 2. Il y a la période avant l'arrêt maladie, où effectivement, il y a eu les jours où elle n'a pas été absent 1 an de façon consécutive. Et que le salarié aurait pu perdre parce qu'il n'a pas pu prendre congé. Et puis ensuite, il y a les périodes où, de façon ininterrompue, pendant toute une période d'acquisition, la salariée est absente. Et si elle est absente, par exemple, pendant 2 périodes d'acquisition continues, à la fin, il n'en reste qu'une. Celle qui a débuté le 1er juin. Donc, c'est moi qui ai posé la question. Donc, du coup, elle a le droit à 24 jours, en fait, au final. Elle n'a pas le droit à 120. Alors, moi, je pense qu'il faut quand même faire attention à la date à partir de laquelle elle fait sa réclamation. Toutes vos questions, je dirais que toutes vos questions qui sont posées ici, je dirais presque que seul le législateur pourrait y répondre dans le cadre de questions-réponses, ou demain un tribunal qui viendrait le juger. Nous, on est juste là pour prendre la loi et dire la loi nous dit, pour les salariés qui sont encore présents dans les effectifs, ils ont 2 ans pour réclamer et ils peuvent réclamer depuis 2009. C'est-à-dire que si de 2009 à aujourd'hui, ils ont eu des périodes de maladie qui ne leur ont soit pas donné droit à l'acquisition complète des congés payés, soit ont perdu des congés parce qu'ils n'ont pas pu les prendre en raison d'une maladie, seraient en droit de réclamer. On nous dit pas plus de 24 jours, en tout cas. C'est-à-dire que vos salariés qui se seraient vus privés d'un peu de jours de congé en raison d'une maladie, mais auraient quand même acquis 26 jours, ils ne peuvent rien réclamer, puisqu'ils ont au moins 24. Donc, vous voyez, ça permet, là aussi, je travaille beaucoup en entonnoir, de réduire les risques et de vraiment identifier seuls les salariés. Vous pouvez déjà éliminer tous les salariés qui ont un compteur à 24 jours. Tout cela ne peuvent faire aucune réclamation.
D'accord? Ouais, moi, je lui avais fait prendre ses congés, en fait, je les avais reportés, ceux qu'elle n'avait pas pu prendre, mais aujourd'hui, elle me Ouais. réclame 6 ans, en fait. Elle me dit: «Bah, voilà, pendant 6 ans, j'ai pas pu cumuler, je veux» alors nous, on est sur 20 c'est sur, ouais, elle a 120 jours, en fait. Si j'ai fait le calcul, à chaque fois qu'elle était pas là, ça fait 120. Donc ça, elle peut pas le Alors, prendre, quoi, la max vous 24, quoi. pouvez toujours tenter de faire jouer Mmh. le report des 15 mois. En disant, il y a D'accord, quand ça même un marche. principe de report de 15 mois qui s'applique. Et je dirais même que les 120 jours se voient emporter déjà ce délai de 15 mois. Ça s'est Mmh. déclenché. Elle a repris son travail, hein, aujourd'hui. Oui, oui. Donc, elle a repris son travail. À partir du moment où elle a repris son travail, le délai de 15 mois s'est enclenché. Elle doit prendre ses 120 jours, puisqu'ils sont en compteur en plus. Donc, c'est difficile aujourd'hui de supprimer des compteurs, hein, Bah, ils sont pour, pas au compteur, justement, elle me les réclame. En fait, moi, alors, ce que j'avais laissé au compteur, c'était les jours qu'elle avait acquis, qu'elle avait pas pu prendre. ouais, c'est pire encore. Parce que ceux-là, normalement, ils sont perdus au 31 mai de chaque année. Vous voyez, c'est là aussi où... Alors, ils sont perdus, sauf si le salarié était en maladie. En situation de maladie, on se Elle doit de était en maladie. reporter les Ouais, congés elle était en dans une maladie. certaine limite. Ouais. Alors, je vais me contenter, on repositionnera votre sujet si vous voulez, Sandra, et on va Ouais. essayer d'avancer dans les questions. Mais il est clair qu'aujourd'hui, alors le passé reste malgré tout obscur, hein. On entend que quand on nous dit remonter jusqu'en 2009, waouh, ça peut faire très peur, peut-être. Mmh. D'une part, tout le monde ne s'en saisira pas, hein, faut l'avoir en tête. Moi, je pense qu'il faut quand même recalculer les congés au moins de l'année en cours, voire de l'année précédente. Alors l'année en cours, Heu, ouais, je lui avais déjà si recalculé. je peux me Ouais, permettre, Sandra, par contre, on va pas ouais, parler de votre cas, on va ouais. rester Bah, généraliste, ouais. s'il vous plaît. Mmh. Mais on se doit, je pense, au moins au 31 mai de rétablir ce qu'il faut aujourd'hui, c'est ne pas donner de doute aux salariés ou ne pas alimenter de doute auprès des salariés. Et donc, bah, la loi est sortie, on n'a pas le choix que de l'appliquer. Donc, c'est déjà de rétablir des compteurs au 31 mai qui correspondent à ce que la loi prévoit. Ensuite, pour tout ce qui est du passé, en fonction des situations des entreprises, si j'ai beaucoup d'absentéisme, je vais me pencher sur le sujet. Si j'en ai eu très peu, évidemment, ce sera au cas par cas. Et puis, très sincèrement, éditez déjà dans Silae, vous avez ce qu'on appelle le solde des repos. Vous placez au 31 mai de chaque année, vous sortez dans les états de Silae les soldes de repos. Vous aurez déjà, là, dans cet état, identifié tous ceux qui ont moins de 24 jours. Et là, vous allez voir qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça qui ont vu leurs droits réduits. Aussi parce que les conventions collectives, beaucoup de conventions collectives prévoient des périodes de travail effectif équivalent à l'acquisition de congés payés. Et dans les faits, on n'en a pas eu tant que ça. Donc, je pense je pense aujourd'hui, être très attentif à la clôture du 31 mai parce qu'évidemment, c'est elle qui emporte les droits à congés de la prochaine période et à tous ceux qui reprennent le travail. Tous ceux-là qui reprennent le travail, préparez déjà des correspondances, une correspondance toute faite qui date le nombre de jours, et on parle bien de la période de prise qui est en cours, pas la période d'acquisition en ce moment, hein. Les congés qui s'acquièrent, ceux-là, on n'a pas à les informer. C'est la période au cours de prise de congé pour lequel on va être très attentif à informer les salariés de cette date jusqu'à laquelle ils ont droit de prendre leur congé. Et je dirais que pour le passé, moi, j'inviterais bien à attendre un tout petit peu les questions-réponses parce qu'il y a des questions-réponses qui vont sortir soit du gouvernement, parce que forcément toutes vos questions, hein, elles sont légitimes et elles vont être posées, remontées au gouvernement. Nous, on va s'attacher aussi à en remonter, hein, toutes les questions qui sont posées. Dans le BOSS, vous pouvez aussi poser des questions. Donc, on va s'attacher à les remonter. Et puis, je pense que dans le mois ou au pire le trimestre qui suit, on aura déjà des questions-réponses qui vont être sorties par le gouvernement à l'appui d'exemples, on l'espère pertinents, qui nous permettent d'être sereins, en tout cas, dans le fonctionnement. Tu avais une question? Je n'ai pas compris l'indemnisation. Alors, quelqu'un me dit, je n'ai pas compris l'indemnisation des CP, 80%, pouvez-vous reprendre l'explication? Alors, aujourd'hui, un salarié qui était absent pour maladie et qui n'avait pas acquis de congé avait une base CP à 0. Sa base congé payé, puisqu'il était absent, on va imaginer un salarié absent sans maintien de salaire, qui n'avait pas acquis de congé, puisque la loi précédemment ne lui donnait pas attribution à congé, avait une base congé payé à 0. À partir du mois d'avril, je dirais rétroactivement au moins sur la période en cours, la base congé payé va être constituée de 80% du salaire puisqu'il a acquis 80% de ses congés. C'est-à-dire que s'il avait un salaire à 2000, il est absent tout le mois, il a le droit à ses 2 jours de congé, à 80% de ses congés, et donc sa base congé renvoie à 80% de son salaire.
dans sa base congé payé qui servira au paiement des congés futurs. Je dois alimenter cette base de 80% de son salaire, donc 1600 €, qui servira ensuite à la comparaison de 10e maintien pour l'année suivante lorsqu'il va prendre ses congés payés. Ce qu'on avait pour habitude de faire lorsque le salarié avait été absent et avait droit à des congés. On constituait déjà un équivalent base congé payé. Eh bien, cette fois, ce sera un équivalent 80% puisqu'il n'acquiert que 80% de ses congés. Oui, intéressant. Êtes-vous certaine que cette interprétation avec chevauchement CCN est légale? Ne doit-on pas calculer le droit ACP selon la convention, puis le droit selon légal? Ah bah, si la convention vous dit déjà 2 mois équivalent à congé, c'est forcément plus favorable que le légal, puisque le légal, lui, je dirais que mathématiquement, ne reconnaît qu'un mois d'absence au titre des congés payés. Donc, si vos conventions prévoient des dispositions, Généralement, elles sont forcément plus favorables. Elles vont au-delà d'un mois en général. Donc, elles sont forcément plus favorables que la loi. Donc, il n'y a pas de comparaison à faire entre méthode légale, méthode conventionnelle. On va forcément, si une disposition conventionnelle reconnaît des périodes de maladie à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés, c'est qu'elle est forcément plus favorable que la loi. Puisque la loi ne reconnaît aucune période. Hein. La loi ne reconnaît aucune période. C'est juste que mathématiquement, 4 semaines, dans un mois, on n'a jamais 4 semaines, on a plus de 4 semaines. Et donc, le Code du travail français est écrit en disant chaque cycle de 4 semaines donne droit à 2 jours et demi de congé. Or, dans les faits, 48 semaines donnent droit à un congé plein, mais on est à 52 semaines. Alors, je me permets Donc, de il n'y a vous pas à poser cette comparer l'un et question. l'autre. Bah, en fait, moi, spontanément, quand on s'est amusé à refaire ces calculs, Oui. on a fait donc, allez, 1 mois d'absence est égal à 2 jours de congé. Donc, Oui. nouvelle règle, on va dire. Et on a pris les anciennes règles avec notre convention collective qui nous dit selon l'ancienneté, on a un droit à maintien de, enfin 2 mois d'arrêt maladie, par Oui. exemple, vont permettre de maintenir Mmh. l'acquisition de CP. Mais enfin, on n'a pas mélangé les deux, en fait. On n'a pas dit j'ai d'office 24 jours et on fait le calcul avec les dispositions de la convention collective pour la 5e semaine. On a vraiment séparé les deux. Et enfin, ça me paraissait logique de faire comme ça. Et du coup, le plus favorable, c'est forcément le légal. Enfin, Mmh. c'est bien souvent le légal Alors, puisqu'on atteint ouais. direct les 24 jours. Dans le principe de la comparaison sur l'acquisition des congés payés, on va plutôt comparer l'acquisition en comparant, je calcule mes congés en mois plein, en semaine pleine et en jours. Oui. Et c'est là où on nous dit dans le Code du travail, vous devez comparer les différentes méthodes entre combien de mois pleins a travaillé mon salarié, combien de semaines pleines et combien de jours. Et on doit comparer ces 3 méthodes pour déterminer le nombre de jours de congé. Mais je dirais que la méthode de calcul de la convention collective ne fait qu'ajouter à la méthode légale une reconnaissance de travail effectif. Donc, et vous avez trouvé des situations où le Code du travail était plus favorable que la convention dans vos calculs? Bah, en fait, avec cette nouvelle règle de, la maladie est égale à 2 jours, par mois, bah, on atteint directement les 24, donc c'est généralement plus favorable que notre convention collective de la métallurgie qui, conditionne, Ah oui, le oui, travail oui, effectif d'accord. à l'ancienneté. Excusez-moi. Oui, donc vous repartez du principe que votre convention collective ne fait pas référence au fait qu'on acquiert au moins 24 jours C'est et ça. donc ah oui, non, non. En fait, vos Bah, conventions c'est collectives logique, non? emportent les dispositions légales. Non, enfin, on pourrait le voir comme ça, oui. Chacun voit midi à sa porte. Hein. Écoutez, j'ai pas de souci avec ça. Oui, je comprends maintenant votre logique. C'était de dire, eh Je bien, je mélange viens pas les 2, je fais comparer, je viens calculer ma convention collective en considérant qu'il n'existe pas le Code du travail et et ma convention collective prévoit 5 semaines de congé, ainsi de suite. Non, non, vraiment, considérez que les salariés ont acquis 24 jours. Enfin, même dans vos conventions collectives aujourd'hui. Ça emporte mise à jour de vos conventions collectives, hein, de toute façon. Après, la question n'a pas été posée, mais qu'en est-il aussi des congés d'ancienneté, des congés supplémentaires qui pourraient être accordés par l'entreprise? Eh bien, je dirais que ces congés, aujourd'hui, notamment les congés d'ancienneté, sont assimilés à notre 5e semaine de congé. Hein, c'est un congé supplémentaire. Le droit européen ne fait pas référence à ces congés supplémentaires. Et donc, vous êtes en droit de calculer un prorata d'acquisition équivalent à votre 5e semaine de congé.
Donc, ces droits à congé pourraient être réduits à due proportion du temps de travail effectif reconnu par votre convention collective. Que ce soit pour les congés d'ancienneté. On a certaines conventions collectives, comme dans la coiffure, qui reconnaissent des congés supplémentaires pour les gérants techniques ou même chose, ces congés supplémentaires ne sont pas acquis en période de maladie. Ils sont calculés à due proportion de la période travaillée. C'est 24 jours. Comment peut-on arriver à un cumul de plus de 100 jours dans l'obligation des 15 mois? Alors, Gaëlle, on parlait là effectivement d'un report de congé d'une entreprise qui ne faisait pas perdre les congés payés à un salarié. Alors, il faut savoir qu'avant cette disposition de la loi des DUA, des DA, DUA, je les ai tous inversés, mais on nous disait déjà que l'employeur devait s'engager à reporter les congés. C'est-à-dire que le report de congé était déjà quelque chose qui était, je dirais presque acquis. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire perdre un salarié au 31 mai ses congés au principe qu'il n'avait pas pu les prendre quand il était dans une situation de maladie. On devait lui reporter. Ce que ne venait pas fixer le droit européen d'ailleurs, et même les arrêts de Cour de cassation, c'est le délai jusque quand on allait reporter ses congés. Et certaines entreprises avaient peut-être à tort ou à raison, tant mieux pour les salariés, pris cette habitude de maintenir les compteurs et de cumuler des compteurs, ce qui nous amène parfois à avoir 100 jours de congé. D'un salarié qui aurait acquis, il avait imaginé 60 jours ou 45 jours avant d'être en maladie, il n'a pas pu les prendre parce qu'il était en maladie, mais pendant une période, pendant sa maladie, il a encore acquis quelques jours de congé parce que elles étaient reconnues comme temps de travail effectif par la convention collective. Et puis à son retour, il ne peut pas prendre de congé parce que quand il revient, on est content qu'il soit là et on le fait un peu travailler. Et puis on en acquiert encore 20 et on arrive avec 75 jours de congé, ou 100 peut-être dans certaines situations. Je dirais que c'est aujourd'hui la bonne occasion pour rappeler aux salariés qu'ils doivent prendre leur congé. Je sais que les comptables ont toujours horreur de voir arriver la provision de congés payés parce qu'on a un beau bilan et puis quand on intègre la provision de congés payés, il ne reste plus rien. Et oui, aussi parce que parfois, on n'impose pas la prise de congé. Il paraît important aujourd'hui, au regard de ces dispositions, de rappeler aux salariés qu'ils doivent prendre leur congé, d'une part, et que s'ils ne les prennent pas, on va supprimer ces congés payés. C'est, je pense, aujourd'hui vraiment une belle occasion pour les entreprises de revenir à des règles de bonne gestion des congés, de rappeler aussi aux salariés, alors évidemment, qu'ils doivent prendre leur congé, et aussi que c'est une obligation de l'employeur de faire prendre des congés à ses salariés. C'est vraiment une obligation, et qu'à défaut de les prendre, ils seront perdus. Évidemment, dans le cas contraire, si c'est l'employeur qui empêche le salarié de prendre ses congés payés, évidemment qu'on ne va pas supprimer ses congés payés. De fait, le salarié serait tout à fait en droit de les réclamer puisque l'employeur l'en a privé. Mais dès lors que le salarié peut normalement prendre ses congés, réinstaurer de bonnes règles en matière de report et rappelez-les, notamment quand vous informez vos salariés au cours du mois de janvier, février, peut-être même décembre déjà. On commence déjà à faire les informations sur les prises de congés dès le mois de décembre aujourd'hui, parce que les salariés posent leurs congés de plus en plus tôt. Eh bien, c'est l'occasion dans ces notes de service de rappeler aux salariés qu'ils doivent avoir pris leur congé, posé leur congé avant telle date, auquel cas les congés seront perdus et ne pourront pas être reportés en dehors du cadre légal. Une dernière question. Vous avez, il y en a plusieurs, attendez, je remonte un petit peu. Vous avez bien confirmé que le congé d'ancienneté était équivalent CP dans ce calcul et doit être pris en compte dans la vérification des CP acquis. Il est géré comme précédemment, c'est-à-dire qu'un salarié qui, en raison d'une absence, n'avait pas acquis ses congés pleins, continue à ne pas acquérir son congé plein d'ancienneté s'il a été absent au cours de la période. C'est le même prorata. Même si parfois ces prorata, on ne les appliquait pas toujours. Si c'est le cas, en tout cas chez vous, si vous appliquez un prorata d'acquisition de congés payés pour les congés d'ancienneté, il faut continuer à l'appliquer. Le salarié. Ma question, c'était vraiment, est-ce que l'on doit activer ce droit acquis, justement, pour faire la vérification? Non. La vérification, vous la faites en dehors des congés supplémentaires. Vos calculs. Et Claudine, Oui. pour répondre à votre première question qui était sur le fractionnement, si Oui. c'est effectivement des jours que le salarié n'a pas pu
prendre en raison de sa maladie et ils sont reportés comme les autres. Ouais. Ok. Très bien. Ouais, le droit à report, effectivement, des congés, votre question est intéressante, vaut pour tous les congés acquis, par contre, pas seulement pour les 24 jours. Quand on informe le salarié de ces 15 mois de report, c'est pour les congés que nous avons en compteur, quelle que soit son origine. Que ce soit des congés d'ancienneté, la 5e semaine. Dans la maladie, il ne l'acquiert pas, mais de fait, vu cet arrêt, est-ce qu'on doit changer justement la règle d'acquisition du congé d'ancienneté? Non. Ne changez pas. S'il n'en acquérait pas alors qu'il était en maladie, vous continuez. Non. Ça les dispositions européennes qui viennent d'être transposées dans la loi française ne concernent que les 4 premières semaines. Ouais. Tous les autres congés, on pourrait assimiler même les RTT, on pourrait s'interroger sur les RTT. Aujourd'hui, dans les accords temps de travail, on vient réduire les droits à RTT des salariés qui auraient été en maladie, soit parce qu'ils viennent compenser des heures qui n'ont pas été effectuées. Tout ça reste des règles acquises en fonction. Oui, Pas de il changement. faut faire. Oui, c'est justement en ce sens qu'on a dit qu'il n'y avait pas de surtransposition, c'est-à-dire que la loi s'est contentée de la directive européenne qui garantit aux salariés 4 semaines de congés payés. Donc tout ce qui va être, j'allais dire, des jours supplémentaires conventionnels ou autres, n'entre pas. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on peut dire qu'il n'y a pas d'équivalent de travail effectif pour acquérir ce type de jours de congé. Si les salariés sont absents, ils ne les acquièrent pas. Alors effectivement, on nous pose également une question. Et si mon salarié est absent une semaine, ça veut dire qu'on lui accorde un délai supplémentaire pour prendre ses congés? Eh bien oui. C'est ça. Oui. Et si vous ne lui écrivez pas, eh bien, son droit à congé ne fait qu'être reporté. Puisque si vous ne l'avez pas informé, vous n'avez pas fixé la date de report. Et donc, dans 3 ans, il pourrait vous dire encore, bah oui, mais vous ne m'avez pas informé que j'avais un délai de 15 mois pour les prendre. Voilà. Donc attention, hein, c'est pour ça que le bulletin de paye va certainement, évidemment, nous rendre service, parce que pour tous ces petits arrêts, le bulletin de paye, si on arrive à alimenter des dates, nous permettra de porter des dates certaines d'information des salariés. Par contre, peut-être pas dans toutes les situations, notamment dans les situations un peu complexes, notamment dans le cas que je vous exposais d'un salarié qui aurait été absent plusieurs périodes. Et à son retour, il ne faut pas oublier la première période de congé qui, elle, n'a peut-être pas encore fait l'objet d'une information. Mais c'est vrai que dans ce genre de situation, lorsqu'on a des petits arrêts, le bulletin de paye va nous rendre service. Il va nous permettre d'informer d'une situation. Alors, on pourrait aussi penser, bon, on ne va pas le faire parce que le salarié, il a eu qu'une semaine d'arrêt, mais il va finir par les prendre, ses congés payés, c'est occasionnel. Bah oui, mais peut-être qu'au 31 mai, il vous dira, bah non, mais moi, je n'ai pas pu prendre mes congés. Et puis en plus, j'ai 15 mois maintenant, en plus, pour les prendre, puisque vous ne m'avez pas informé dans le mois qui suit. Donc, je continue à utiliser ce principe. Peut-être que voilà, la loi va s'affiner, peut-être qu'aussi les questions-réponses vont nous permettre, qui seront, je l'espère, diffusées dans les circulaires, d'avoir un peu plus de précision, notamment dans ces situations un petit peu tordues. Ou qui nous paraissent complètement ubuesques de dire à chaque arrêt, on va informer un salarié. Ah oui, mais la loi est inscrite ainsi. Et donc, il va falloir s'y tenir. Si j'ai bien compris, une personne absente une semaine, le report de congé, oui, c'est ça. Le report de congé, 15 mois, prend compte de tous les CP sur compteur en cours. Non, on ne parle pas des compteurs en cours d'acquisition. On ne parle que des compteurs de congés qui sont déjà acquis et qui sont en train d'être pris. C'est-à-dire qu'un salarié qui, là, au mois de mai, aurait été absent 15 jours, là, c'est les congés qu'il est en train de prendre jusqu'au 31 mai qui lui sont reportés de 15 mois. Les congés qu'il est en train d'acquérir et pour lequel la période d'ouverture de prise va s'ouvrir au 1er juin, ceux-là ne sont pas concernés par l'information, puisqu'ils ne sont pas censés être pris. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a apuré toutes les questions. Il y en a peut-être une dernière. Peut-on demander aux salariés de justifier la période de réclamation de ces CP, la copie de ces bulletins de paye mentionnant l'absence? Alors, peut-être que vous êtes dans une situation où vous ne pouvez peut-être plus justifier des périodes d'absence. Peut-être, oui. Alors, si vous n'avez pas d'éléments, un salarié qui viendra réclamer depuis 2009 des congés,
Si vous avez entre-temps changé de système de paye, je rappelle que le délai de conservation pour l'employeur, pour les bulletins de paye, c'est 5 ans. Et pour les journaux de paye et tableaux des charges, c'est 6 ans. Donc peut-être qu'effectivement, on n'a plus de bulletin de paye de 2009 ou sur les périodes qui vont suivre. Alors si vous étiez sur Pégase, on les a encore un petit peu. Mais en tout cas, il est clair que demain, un salarié qui viendrait réclamer pour lequel vous n'avez pas, vous, d'éléments, bah oui, je vous invite à réclamer des documents auprès du salarié qui lui permettront, qui vous permettront effectivement de recalculer les congés payés. Oui. Une dernière question, peut-être. Ouais. Stratégie adoptée. Je récupère ma souris. Hop. Peut-on indiquer les périodes de congé en cas d'absence? Ça, je l'ai vu. Hop, je fais échapper ici. Juste que je récupère ma souris. Mais... je ne vous ai pas perdu. Il y avait une question de Madame Casson. Là. Une stratégie d'attendre que les salariés demandent. Alors, peut-on avoir comme stratégie d'attendre que les salariés demandent individuellement la régularisation des jours acquis au titre des périodes 1er juin 2023, 31 mai 2024? Bah oui, bien sûr. Même si le risque, c'est que pendant 2 ans, vous traîniez ça, quoi. Alors, on pourrait effectivement ne rien faire. Et puis, laisser les salariés réclamer. Tout dépend, voilà, encore une fois, du climat social, si le climat social est déjà tendu, parfois ne rajoutons pas ça peut-être à la situation, ou inversement, voilà, ça peut. Il n'y aura pas de négociation possible sur ce sujet, puisque la loi est claire, hein, elle donne acquisition de ces droits à congé. Voilà, à vous d'agir en fonction de la situation de vos entreprises, mais moi j'invite en tout cas à ce qu'au 31 mai, les compteurs soient conformes à la loi. Ensuite, remonter sur les années antérieures, bah, on le fera évidemment sur demande, automatiquement ou sur demande individuelle. Et je pense qu'au 31 mai, je ne sais pas quel est ton avis là-dessus. Mon avis, c'est qu'effectivement, là aujourd'hui, l'actualité, enfin l'actualité fait que cette loi d'avril 2024 et que sur les exercices, en tout cas sur la période d'acquisition en cours et la période qui commence là, c'est-à-dire les compteurs doivent être à jour et en tout cas de l'exercice qui a commencé il y a maintenant 1 an. Par contre, tout ce qui est ancien et qui forcément ne saute pas aux yeux, alors soit on arrive à les identifier et on se les met de côté et on attend effectivement la réclamation du salarié pour traiter au cas par cas cette solution, pour traiter au cas par cas le phénomène. Ouais. En fait, en complément, peut-être nous, cette question, c'était plus de dire, on partait pour dire on applique effectivement les nouvelles dispositions à compter du mois de mai, donc sur le bulletin de paye du mois de mai 2024, voilà, puisqu'on n'a pas le choix, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait été absent tout le mois de mai se verra donc avoir 2 jours de congé au lieu de 2,5. Et on était plutôt parti effectivement pour ne pas forcément mettre à jour l'ensemble des compteurs, donc prendre d'office toute la période du 1er juin au 31 mai de manière rétroactive. Mais c'est pour ça que je posais la question de la stratégie aujourd'hui, sachant que cette position, forcément, comme vous le disiez, va avoir pour effet de ne faire que reculer le problème et de gérer finalement les demandes au coup par coup et salariés en fonction des salariés, c'est-à-dire en gros les salariés qui le demandent, bah, d'office, on est dans l'obligation, et ceux qui ne le demandent pas, eh ben, on était un peu en réflexion sur se dire qu'on fait au fil de l'eau. Bah, je sais pas, alors pour le coup, je ne sais pas s'il y a une bonne solution. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a soit on laisse venir, on fait au cas par cas, et auquel cas on peut aussi créer de ce fait des différences entre les salariés, c'est-à-dire celui qui va oser demander et celui qui ne va pas oser demander, et puis qui va dire à son voisin, ben, moi j'ai eu mes congés, mais toi tu ne les as pas eus. Enfin bon, ça peut créer quand même des situations un peu complexes. Et puis, soit effectivement, il y a une politique générale de, puisque la loi est comme ça, on l'adapte. Alors peut-être en prenant
pas sur, effectivement, on ne demande pas, enfin, c'est-à-dire c'est pas de repartir à 2009, hein, évidemment, mais de se dire, voilà, voilà, par exemple, une période de 15 mois, puisque la période de report est de 15 mois, on monte à 15 mois, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on gère les situations? Oui. Et puis, dans les faits, on n'en a pas tant que ça, hein. C'est les salariés qui ont plus de 4 semaines d'absence maladie, voire même plus, parce que plus de 4 semaines, voire même beaucoup plus, parce que vos conventions collectives instauraient déjà des principes d'équivalence à travail effectif. Et quand vous regardez, en réalité, il n'y en a pas tant que ça dans les recalculs. On peut analyser aussi vos situations globales. Après, nous, on en a pas mal, hein, je vous avoue. Hein. On a quand même effectivement un secteur, dans le secteur de la santé, où on a quand même beaucoup d'arrêts maladie. Et beaucoup d'arrêts, de 2 semaines par-ci, 3 semaines par-là, et évidemment des arrêts de personnes qui ont été absents plusieurs mois, quoi, hein. Donc voilà, je pense que sur les 900 et quelques salariés que l'on gère, à mon avis, je pense qu'on en a bien une bonne centaine, hein, sur lesquels D'accord. il va falloir, Oui, donc il y a un peu de travail. Il y a un peu de travail. Oui, il y a un peu de travail, oui. Et puis un impact financier important aussi, forcément. Alors, j'ai 2 autres questions qui sont pertinentes. Merci de les avoir posées. J'ai oublié je l'avais noté en plus sur ma feuille. Pour le secteur du BTP ou du TP qui cotise à une caisse des congés payés, évidemment, on pourrait penser qu'on n'est pas concerné. Or, évidemment, le fait de verser à une caisse des congés payés ces congés, on les verse sur l'équivalent d'un salaire payé qui ne tient pas compte de ce rétablissement de base à 80%, qui ne tenait pas compte de l'acquisition rétroactive des droits à congés payés de vos salariés. Et évidemment, aujourd'hui, on attend des dispositions de la Caisse des congés payés. Est-ce qu'ils vont augmenter leur taux de cotisation, contribution patronale? Est-ce qu'ils vont peut-être vous demander de rétablir des bases de cotisation équivalent au moins à 80% du salaire? Tout ça, pour l'instant, reste en suspens. En tout cas, on n'a pas de visibilité sur les actions de la Caisse des congés payés. C'est en cours, en tout cas, on sait qu'ils en échangent, mais il n'y a pas pour l'instant de redescente. Une autre question qui concerne les compteurs de congés. Évidemment, aujourd'hui, on va réduire, mais à la marge, on l'a vu, hein, entre 24 et 30 jours, hein, on aura acquis entre 24 et 30 jours de congés payés. Et donc, c'est réduire à la marge. Est-ce qu'il y a nécessité de mettre en place 2 compteurs de congés, un pour les 4 premières semaines et un pour la 5e semaine? Voire même peut-être un compteur avec une date de report, vous voyez, avec un principe de datation, une date de report. Là, aujourd'hui, je pense que tel que nous l'envoie notamment Silae, je n'ai pas l'impression qu'on ait un 2e compteur qui soit mis en place, puisque quoi qu'on en dise, le report de 15 mois est acquis pour tous les congés payés, qu'ils soient acquis au titre des 4 premières semaines de la 5e semaine des congés d'ancienneté. Ce report, il est applicable à tout, au solde de compteurs de congés. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de 2e compteur, si ce n'est peut-être alourdir un petit peu la gestion. Moi, ce que j'attends aussi, c'est des systèmes de pointage aussi, parce que les systèmes de pointage doivent aussi intégrer ce principe de report. C'est eux qui ont en premier l'information sur le retour du salarié. C'est eux aussi qui gèrent parfois les demandes de congés de nos salariés. Et donc, il faut que les systèmes de pointage progressent là-dessus pour y intégrer également la date de report et de perte définitive du congé, du solde du congé. Voilà. Là, je vois que Nicolas nous partage le fait qu'auprès de la CNETP, il est déjà annoncé une augmentation au 1er avril, mais je ne pense pas qu'elle soit consécutive, à moins que la communication vraiment fasse état d'une augmentation liée à la loi. Mais comme la loi est sortie que le 24 avril, je serais surprise qu'en tout cas, la CNETP ait anticipé. Sauf si tu me confirmes, Nicolas, que la Caisse nationale a effectivement engagé une augmentation du taux. On dit évolution du taux de cotisation, on va peut-être pas l'ouvrir tout de suite, mais suite aux arrêts maladie. Bon, donc la CNETP, en tout cas pour les travaux publics, a effectivement engagé une augmentation du taux. Est-ce que c'est également la même chose pour la caisse des congés payés du BTP? C'est une autre caisse. On le verra dans les prochaines semaines, mais je pense qu'il faut s'attendre à une augmentation évidemment du taux de contribution pour qu'eux-mêmes puissent rétribuer des droits à congés payés aux salariés du secteur du BTP, ou en tout cas qui sont couverts par une caisse des congés payés, qui se substitue à l'employeur. Pour répondre à Lucie, la note de service général ne suffira pas. C'est-à-dire qu'en fait, le texte dit bien que c'est une information individuelle et en plus, on doit se préserver la date certaine d'information. C'est-à-dire que la date certaine d'information, c'est le jour où le salarié a connaissance de la date
de report, du début de la date de report de prise de congé, et donc c'est une information individuelle. Et donc une note de service ne suffira pas. Oui, éviter les notes de service, hein, vraiment. Et puis dans ce courrier, on nous dit bien, il faut porter la date du report, le nombre de jours. Vous voyez, on est vraiment sur des informations individuelles. Donc la note de service, vous aurez beau la sortir tous les 6 mois de manière très régulière, elle ne sera pas retenue. Ça Et j'avais m'étonnerait que les il y a une tribunaux... petite question aussi qui est intéressante, c'est notamment en termes de potentiel contentieux. Avons-nous un délai maximum pour répondre à un salarié sorti qui fait une réclamation? La première chose à faire, c'est d'en accuser réception, c'est-à-dire de ne pas le laisser dans le désert. Et puis ensuite, effectivement, de faire le travail nécessaire. Alors après, soit il fait une réclamation qui est chiffrée, c'est-à-dire que soit il a bien étudié son dossier, et il sait ce qu'il veut et combien il peut prétendre, et auquel cas il faut vérifier et puis voir les suites à donner. Après, si jamais vous ne répondez pas, de toute façon, ça va être selon l'enjeu du litige, parce que parfois l'enjeu ne va pas être non plus énorme. Quand vous recevrez une mise en demeure, soit d'un confrère ou d'un autre, il faudra peut-être se pencher sur la question très sérieusement. Mais il n'y a pas de délai légal pour répondre. Eh bien, écoutez, merci en tout cas pour toutes vos questions parce que vraiment elles nourrissent aussi ces échanges. Hein, et si nécessaire, voilà, on pourrait tout à fait envisager de reprogrammer un nouveau webinaire dans le trimestre qui vient parce que des questions-réponses vont arriver. On en rééchangerait également en actualité juridique, donc qui se mène tous les trimestres en mars, juin, septembre et décembre au sein de nos locaux, soit sur Feuquières, soit sur Amiens. Et puis voilà, à la marge, si vous avez des questions, évidemment, si on gère vos payes, n'hésitez pas, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Pour la partie peut-être infogérance, on va également vous communiquer de manière très régulière les avancées de SILAE, où retrouver les états, comment relancer les calculs dans le logiciel de paye. Et puis notre hotline reste évidemment aussi à votre disposition pour toutes vos questions. Merci encore à toutes et tous pour votre participation. Merci. Et nous vous souhaitons de bons recalculs de paye. Merci Christine, merci à vous deux, au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Christine. Bonne fin de journée.